Nous allons donc voir, une fois que la colonisation maintenant est en marche, notamment dans les années au début du XXe siècle, euh, comment maintenant il faut gérer les colonies françaises, hein. Nous allons seulement inciter ici sur la colonisation française. Donc on peut dire que deux manières de gouverner les colonies donc, vont s'offrir à l'État français. D'un côté, il y a ce que nous appelons donc l'assimilation et de l'autre côté donc l'association. Alors, pour ce qui est de l'assimilation, donc, c'est une politique qu'on va voir dans les colonies. L'administration, donc, à Paris, va dicter les lois qui seront directement exécutées dans ces colonies. Ou bien, si on parle de l'association, ça va être donc un système un peu plus souple qui adapte les lois du pays colonisateur aux institutions et aux coutumes locales. C'est un peu ce que les Britanniques ont fait, par exemple, dans certaines régions, comme dans le nord du Nigeria, qu'ils appellent the indirect rule, hein, l'administration indirecte. Donc, dans les colonies françaises, nous avons eu ces deux systèmes qui ont été pratiqués. Mais la politique d'assimilation est très importante dans les colonies françaises. Donc, la France va y appliquer cette politique, même si elle délègue quand même son pouvoir à quatre gouvernements généraux locaux. Les populations colonisées vont être soumises à l'autorité française. Elles ne seront pas considérées comme des citoyens à part entière, bien évidemment, vont être considérées comme des indigènes, comme on l'appelle. Sauf dans quelques cas précis, et même là encore, hein, c'est avec des guillemets. Si on prend le cas du Sénégal, il y avait quatre communes, notamment Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque, qui étaient des communes de plein exercice où les citoyens et où les personnes qui étaient nées dans ces endroits-là étaient des Français, des citoyens français. Mais, comme je dis une fois de plus, un citoyen français dans les colonies, un citoyen français de la métropole, ce n'est pas la même chose. Donc, malgré la diversité des systèmes administratifs coloniaux, l'État français donc affirme sa souveraineté. La domination française se reflète aussi au niveau de l'économie, alors que l'économie donc des colonies vont répondre aux besoins d'existence. Donc, on va voir que cette politique d'assimilation, elle est à la fois sociale, culturelle et économique. Donc, pour cela, il fallait mettre aussi en place ce qu'on appelle la société coloniale, hein, c'est-à-dire l'indigénat qui ont un régime administratif spécial s'appliquant à la population native du pays, donc qui est caractérisé par l'absence de droit de vote, l'assujettissement aussi à des impôts particuliers et l'absence de liberté essentielle telle que la liberté d'expression ou d'association. C'est ça qui caractérise donc la société coloniale, le peuple indigène qui est majoritaire, hein, dans les colonies, comme j'ai dit. Je donne l'exemple du Sénégal, mais les quatre communes ne représentaient pratiquement rien sur l'ensemble de la colonie du Sénégal. De même, la structure aussi coloniale européenne entre en conflit avec la culture et les mœurs locales. Le troc, le système économique qui décrit donc l'échange d'un bien contre un autre, va progressivement être aboli. Là, il fallait donc remplacer par un système monétaire que nous avons encore hérité aujourd'hui, que nous utilisons. Les colons donc découragent les modes d'existence communautaire aussi. Le système scolaire utilisé à des fins coloniales. Donc là, l'éducation qui va être donnée aux jeunes va être constituée à une éducation qui fait des indigènes, donc des gens un peu comme subalternes, c'est une éducation qui est en moins efficace en fait d'infliger le mode de pensée européen. Ce n'est pas une éducation donc qui vise à faire de l'Africain ou à faire de coloniser un être fier, différent, qui est en connexion avec son histoire, avec ses réalités précoloniales. Donc ça aussi, ça fait partie de la politique d'assimilation du système colonial. Pour ce qui est du système économique colonial aussi, on va favoriser l'émergence de nouvelles classes sociales, hein, par exemple une bourgeoisie relativement aisée, éduquée, ainsi qu'une classe ouvrière. Donc ces deux groupes seront réceptifs par rapport aux notions d'autonomie, d'indépendance qui s'intensifient,
Notamment, on va voir ça entre l'entre-deux-guerres. Hein. La politique économique, notamment de la France, elle est beaucoup plus importante entre les deux guerres. Donc, c'est-à-dire entre 1918 et 1939. Donc, c'est ça, c'est vraiment le pic de la colonisation donc, économique. Les préliminaires aussi, à la fin de ce régime vont se sentir. Hein, je parlais de la perte de deux guerres, mais les deux guerres mondiales vont jouer un rôle un rôle majeur dans le déclin de l'empire colonial français. On va le voir très tôt. Dès les années 1936, arrive en France ce qu'on appelle le Front populaire, hein, qui va instaurer quelques réformes et qui va élargir l'autonomie des colonies sans que celle-ci soit réellement respectée, mais il y avait quand même le débat qui commençait à se poser. Il y a d'autres éléments qui vont bouleverser l'Empire français, qui sont notamment la crise des années 30. Hein. Vous savez, les années 30 ont été des années terribles. Hein. Il y a eu une crise mondiale qui s'est répercutée un peu partout et les colonies aussi vont en souffrir. Cette crise-là va accentuer donc une certaine réticence par rapport à la métropole, par rapport au pouvoir dominant. Et bien sûr, l'autre élément, c'est carrément la Deuxième Guerre mondiale, qui a été une occasion pour les colonies d'expérimenter, de voir les faiblesses de la métropole. D'un côté, nous avons beaucoup de soldats qui ont été envoyés pour faire la guerre. Ils vont découvrir donc le mythe de l'invincibilité de la puissance coloniale française. Il y a aussi des intellectuels africains qui commençaient à aller en Europe, à étudier, à être formés, donc qui commençaient à comprendre la logique coloniale. Et de l'autre côté aussi, le monde syndical, hein, qui était contre le travail forcé. Et des grandes personnalités de l'époque comme Houphouët-Boigny, qui au début était un activiste, était quelqu'un qui luttait pour les droits africains. Donc tout cela va apporter un peu d'éléments et de souffle pour que les colonies veulent chercher leur indépendance. Bien sûr, avec le contexte international, la montée des grandes puissances, les États-Unis et l'ancienne URSS, mais aussi on va voir des colonies, notamment britanniques, qui sont devenues indépendantes. Je pense à l'Inde, au Pakistan, à d'autres colonies. Donc tout cela va créer un contexte favorable qui va secouer violemment l'empire colonial français. On peut aussi ajouter la conférence de Brazzaville, hein, de 1944, qui témoigne aussi de l'influence de la tendance indépendantiste donc, des colonies françaises d'Afrique. Les pays qui étaient réunis donc, vont tenter d'élaborer un système administratif qui attribuerait de pouvoirs au peuple indigène. Ce discours, donc, tout en répondant aux demandes des nationalistes, ne leur accorde pourtant pas leur indépendance escomptée, mais va au moins créer un déclic. Hein. Donc, ça va être une sorte de première victoire, hein, la première donc, victoire donc, du nationalisme, qui commence à marquer un peu l'échec de la France coloniale, mais aussi de plus en plus, un discours indépendantiste va commencer à mûrir dans la tête de beaucoup d'élites africaines, et surtout avec la proclamation de l'indépendance du Liban et de la Syrie en 1941, donc effectivement en 1943. Donc ces éléments-là vont se retrouver dans l'Empire colonial français d'Afrique. Et c'est comment tous ces ingrédients donc réunis vont commencer à péricliter l'Empire colonial français. Et c'est sûr que dans les années 50 et 60, va arriver les indépendances. Donc aussi, c'est ça qui amène donc véritablement, comme je dis, ces 15 dernières années de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à 1960. Il y a eu des luttes, parfois des luttes violentes, parfois des manifestations. En tout cas, il y a eu des luttes pour l'indépendance. Hein. Il y a des conflits terribles qui vont se passer dans l'Empire colonial français. Et les exemples les plus connus d'abord, c'est le cas de l'Indochine. Donc, vous savez très bien que l'actuel Cambodge, Vietnam et Laos étaient des colonies françaises. Et dans les années donc 1954, 1953-54, donc la guerre d'Indochine a été terrible. Et donc, ça, c'est une des premières. Mais avant cela aussi, on peut parler de la guerre à Madagascar, hein, dans les années 1947-1940, la fameuse rébellion de Madagascar, qui s'est déclenchée dans l'est du pays, mais qui était une révolte donc contre la présence française. Sans oublier la guerre en Algérie, dans des révoltes au Cameroun,
la révolte des tirailleurs sénégalais à Thiaroye en 1944, des événements en Côte d'Ivoire, en Guinée. Bref, un peu partout, on va voir le besoin d'indépendance qui se dessine dans l'empire colonial français. Donc, c'est un épisode donc, qui décrédibilise donc, un peu la France coloniale et motive le front de libération, notamment en Algérie, donc, qui provoque une insurrection armée. Pendant 8 ans, l'Algérie va être en guerre contre la France et sera notamment donc responsable de cette part aussi de ce départ de la France en 1962 avec les accords d'Évian donc qui marquent la guerre d'indépendance. Donc ça c'est vraiment le summum aussi hein, de la libération d'indépendance dans des colonies françaises. Le cas de l'Algérie est celui qui est le plus violent, on peut dire. La décolonisation donc va se dérouler pour d'autres pays sans vraiment des combats comme en Algérie, même s'il y avait des indépendances. Si je prends le cas de la Tunisie qui va devenir indépendante en 1956, donc ça a été un peu plus partie des négociations, etc. Pour ce qui est de l'Afrique noire, on va aller carrément entre 1960 et 1963, même si la Guinée avait déjà obtenu son indépendance en 1958 quand dans sa tournée, le général de Gaulle avait posé la question donc, du référendum des pays qui voulaient être indépendants ou pas. Donc, c'est dans ce contexte que nous arrivons donc aux indépendances et nous allons voir aussi comment l'Afrique, donc d'expression française, va aussi continuer son chemin tout en restant sous influence française. Et puis comment donc la francophonie africaine aussi va se dessiner et va aussi être à la conquête du monde. Donc c'est ça l'objet de la troisième émission que nous allons présenter plus tard. Je vous remercie.